Bonjour à tous et merci d'être présents à ce quatrième webinaire Archimède qui sera consacré à la présentation de la norme ISO 46001. Pour information et ceux qui seraient intéressés de revoir nos précédents webinaires, voire d'en prendre connaissance, je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube. Autre point, le PowerPoint de cette présentation vous sera envoyé donc à l'issue de la présentation, donc vous n'êtes pas obligé de faire des screenshots ou autres. Et si vous souhaitez poser des questions, pardon, vous pouvez les poser directement dans le chat et j'y répondrai à la fin du webinaire. Voilà. Avant de commencer, je vais rapidement commencer par me présenter et présenter la société Archimède. Donc, désolé pour ceux qui nous connaissent déjà, je vais essayer d'être rapide. Donc, pour ma part, je suis Aurélien Berthier, donc je suis directeur des projets au sein de l'agence de Lyon. Et donc Archimède, donc c'est un bureau d'études et d'ingénierie donc spécialisé dans les métiers de l'eau et l'efficacité hydrique. On intervient donc sur tout le petit circuit d'eau, excusez-moi, et notamment dans le monde de l'industrie. Donc, on va partir du point de prélèvement des forages, en passant par les installations de stockage et distribution, mais également les installations de traitement, que ce soit le traitement des eaux de process, des utilités, mais également le traitement des eaux résiduaires, des effluents industriels. Donc, dans ce cadre-là, notre mission, donc, c'est d'accompagner nos clients donc, dans la préservation de la ressource en eau, donc en concevant et en intégrant des solutions techniques sur mesure. Un de nos objectifs chez Archimède, c'est notamment de devenir leader du pilotage de l'eau, notamment via le déploiement de notre solution de water management qui vous a été présentée lors de précédents webinaires. Donc concernant Archimède, Archimède, faut savoir qu'il fait partie du groupe Energis et la société Archimède a été créée il y a un peu moins d'un an avec l'ensemble des collaborateurs donc d'Energis qui adressaient déjà les sujets eau. Donc si je peux dire, malgré notre jeune âge administratif, entre guillemets, on bénéficie quand même d'une trentaine d'années d'expérience. Archimède, c'est également une quinzaine de collaborateurs répartis sur 4 sites en France, comme vous pouvez voir sur la carte. Donc le siège social qui est basé à Orléans et l'agence de Lyon, dont je fais partie, l'agence de Bordeaux et l'agence de Rennes. Donc Archimède adresse les sujets eau à la fois pour l'industrie, mais également les collectivités. Donc, je vous laisse prendre connaissance de nos références des dernières années. Comme je disais auparavant, donc Archimède fait partie du groupe Energis, qui lui-même fait partie de la branche de service de la holding Socomec. Donc Socomec, en quelques mots, c'est un peu l'équivalent du Schneider Electric français. Donc, à la différence que les produits et les services proposés ne sont pas destinés aux particuliers, mais plutôt au monde industriel. Les particularités de Socomec, c'est que c'est un groupe familial, donc qui est totalement indépendant, qui, di- qui dispose de plus de 4000 collaborateurs répartis sur une trentaine de filiales dans le monde et qui a fait un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2025. Concernant la norme ISO 46001, donc on verra donc dans un premier temps donc la présentation générale de la norme. On verra ensuite donc le concept et la méthodologie sur laquelle est basée cette norme. On verra ensuite comment élaborer son système de management d'utilisation efficiente de l'eau. Et enfin, on verra les facteurs clés pour sa mise en œuvre et son suivi.
Donc, concernant la norme ISO 46001, donc elle correspond au système de management de l'utilisation efficiente de l'eau. Donc, cette norme spécifie donc les exigences pour l'établissement, la mise en œuvre, mais également le suivi du système de management de l'eau et donne les recommandations pour son utilisation. Cette norme concerne en particulier donc la mesure, la surveillance et la documentation du dispositif, mais également la conception et l'achat d'équipements ou de process, mais également aussi l'embauche et la formation de personnel. Cette norme, c'est un peu le pendant de l'ISO 58001 qui correspond à l'énergie pour ceux qui la connaissent. Elles ont pas mal de similitudes en commun. Euh, Cette norme date de 2009 et elle a été publiée en mars 2020. Elle s'applique à tout organisme, en fait, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Concernant son périmètre d'application, donc c'est l'organisme qui va définir librement son périmètre d'application, donc qui peut être plusieurs sites, voire un site, voire même un atelier ou une ligne de production en particulier. Un des objectifs principaux de cette norme, ça va être donc bien entendu donc d'améliorer l'utilisation de l'eau et notamment permettre de faire des réductions des consommations. Cette norme permet également aussi, donc, par les mesures qui vont être mises en place, d'optimiser l'efficacité opérationnelle des installations et par la même occasion, donc, de sécuriser, pardon, l'outil de production. En effet, la mise en œuvre du plan d'action permettra notamment de limiter le risque d'approvisionnement en eau, notamment dans le cas d'arrêté sécheresse, et évite donc les interruptions de production. Elle permet également aussi donc de diminuer l'impact environnemental des activités de l'organisme et un point important de la norme aussi, c'est qu'elle permet d'intégrer la ressource en eau comme une ressource stratégique au sein de l'organisme et donc d'intégrer cette ressource stratégique dans les décisions d'investissement. Cette norme permet notamment de répondre aux enjeux actuels et notamment, je pense, à la rareté de la ressource qui est liée d'un côté à l'augmentation de la demande et de l'autre, l'impact du changement climatique. Donc, sur l'aspect hydrique, la mise en œuvre du système de management de l'eau va donc permettre donc d'améliorer et donc de maîtriser les différents usages de l'eau et donc, par voie de conséquence, va permettre de réaliser des économies d'eau, des réductions des consommations d'eau et donc d'optimiser les procédés qui utilisent ces eaux. Sur l'aspect économique, la mise en œuvre de cette norme permet, par les réductions des consommations d'eau qui vont être réalisées notamment, donc de diminuer le coût direct, mais aussi également le coût indirect lié à l'eau. Concernant le coût direct, euh, il n'y a pas que la facture d'eau hein, qui rentre en compte. On sous-estime souvent les coûts liés à l'eau. Il faut bien entendu intégrer les coûts énergétiques qui sont utilisés pour transporter l'eau et mettre en œuvre l'eau, mais aussi les coûts de traitement associés, que ce soit les coûts de traitement pour pouvoir utiliser les eaux, mais aussi les coûts de traitement pour pouvoir dépolluer les eaux après utilisation et pouvoir les rejeter. Concernant les coûts indirects, ça va être notamment l'impact des restrictions des approvisionnements en eau qu'on peut avoir notamment avec les arrêtés sécheresse et donc ces impacts sur la production. Donc cette norme permet donc de réduire les risques liés aux approvisionnements en eau,
et donc, par voie de conséquence, d'améliorer la compétitivité de l'organisme qu'il met en œuvre. Sur l'aspect réglementaire, ça permet donc, bien entendu, de se mettre en conformité réglementaire. Je pense notamment aux arrêtés préfectoraux qui vont encadrer les volumes prélevés, mais aussi les volumes rejetés. Et cette norme permet aussi d'anticiper les obligations, comme je disais juste auparavant, certaines restrictions qui peuvent avoir lieu lors d'arrêtés sécheresse. Sur l'aspect sociétal, elle permet aussi de répondre donc aux attentes des différents parties prenantes et notamment à certains clients qui peuvent imposer d'être certifiés ISO 46001 dans certains cas. Elle permet aussi, la mise en place de cette norme permet aussi de contribuer aux exécutifs RSE de l'organisme et donc d'améliorer son image. Concernant le concept et la méthodologie de cette norme, donc cette norme se base sur le cycle PDCA, de l'anglais Plan, Do, Check, Act. Donc, et comme on peut voir sur le schéma, donc c'est un dispositif, c'est un système d'amélioration continue. Donc la première étape va consister donc dans la planification. Donc lors de cette étape, on va analyser les différents usages de l'eau. On va définir les objectifs pour améliorer donc l'utilisation de l'eau et à partir de là, on va définir un plan d'action. Et en parallèle aussi, on va déterminer des indicateurs qui vont nous permettre par la suite de piloter et de suivre le dispositif mis en œuvre. On a la seconde étape de déploiement, donc qui va consister à mettre en œuvre le système de management de l'eau. On a la troisième étape qui est l'étape de contrôle, qui, elle, va nous permettre de mesurer et surveiller les performances du système de management de l'eau mis en place. Et enfin, l'étape d'amélioration, qui, elle, consiste à prendre en compte, prendre des mesures donc, pour améliorer l'utilisation de l'eau et donc mettre à jour le système de management d'utilisation efficiente de l'eau. Concernant l'établissement du système de management de l'eau. Donc, une fois qu'on a déterminé donc, le périmètre d'application du système de management de l'eau, la première étape, ça va être donc de passer en revue les différents usages de l'eau. Donc, dans un premier temps, on va donc devoir identifier les sources d'approvisionnement en eau et les différents usages de l'eau au sein de l'organisme. Ensuite, parmi ces différents usages, on va quantifier notamment les usages les plus significatifs parce que les actions vont porter en priorité sur ces usages significatifs. Un point important également, c'est qu'il va falloir intégrer les usages actuels de l'eau, mais également les usages futurs. Par exemple, si on projette d'installer une nouvelle ligne de production qui va utiliser de l'eau, eh ben, les futurs usages, il va falloir qu'ils soient intégrés dans le système de management. Une fois qu'on a déterminé les usages les plus significatifs, on va donc analyser les risques sur ces usages et les opportunités. Quand je pense aux risques dont on pouvait parler auparavant, ça va être notamment l'impact des arrêtés sécheresse sur la production. Et concernant les opportunités, ça va être toutes les actions qui vont permettre donc d'améliorer l'utilisation de l'eau. La norme insiste beaucoup sur ce point et notamment la méthode des 3 R qui vous a déjà été présentée lors de nos précédents webinaire. Donc, je vais aller rapidement. Donc, la première étape qui est la réduction. Donc, on va essayer d'optimiser déjà dans un premier temps les installations qui utilisent de l'eau, réduire les fuites, etc. On a ensuite l'étape de réutilisation et enfin l'étape de recyclage. Une fois qu'on a déterminé toutes ces différentes actions d'amélioration, en fait,
on va les classer, on va les prioriser en fonction des gisements d'économie d'eau. Ensuite, il va falloir qu'on détermine des indicateurs qui vont nous permettre par la suite donc de suivre et de piloter le système de management de l'eau. Donc le premier indicateur à déterminer, ça va être l'indicateur métier, qui lui va permettre donc de mesurer l'activité professionnelle. Par exemple, dans le cas d'une industrie, c'est souvent la tonne produite. Dans le cas d'un hôtel, ça va être le nombre de chambres. Une fois donc qu'on a déterminé ces indicateurs métiers, on va pouvoir déterminer les indicateurs d'utilisation efficiente de l'eau. Donc eux qui vont nous permettre donc de suivre la performance d'utilisation efficiente de l'eau. Donc par exemple, ça va être le mètre cube consommé sur un process par rapport à la tonne produite. Et ces indicateurs d'utilisation efficiente de l'eau vont être ensuite comparés à des indicateurs de référence qui, eux, vont donc nous permettre de surveiller et donc de mesurer l'efficacité du système de management de l'eau mis en œuvre. La comparaison de ces indicateurs aussi va nous faire du benchmark, qui soit interne ou externe. Donc interne, on va comparer au sein d'un même organisme le fonctionnement de deux process qui vont utiliser de l'eau. Et externe, généralement, on va comparer le fonctionnement d'une installation, généralement, en comparaison à la meilleure technique disponible sur le marché. Donc une fois qu'on a passé en revue les usages de l'eau, défini les indicateurs, on va pouvoir déterminer le plan d'action qui va être mis en œuvre. Donc en fonction des objectifs qu'on aura définis lors de la revue des usages de l'eau, on va déterminer les cibles qui elles-mêmes seront déterminées notamment en fonction des exigences légales et réglementaires, hein, comme l'encadrement des prélèvements au niveau des arrêtés préfectoraux, les opportunités et les risques qui auront été identifiés, dont on a parlé précédemment, lors de la revue de l'utilisation de l'eau. Et bien entendu aussi, on va définir les cibles en fonction des moyens disponibles. Donc, on va à la fois intégrer donc, les moyens financiers, opérationnels, mais aussi les différentes options techniques disponibles. Pour mettre en œuvre ce dispositif et s'assurer qu'il soit efficace, il va bien entendu falloir désigner des responsabilités de l'ensemble des intervenants, définir le rôle de chacun des intervenants. Il va falloir aussi fixer les moyens, comme on a pu voir juste précédemment, donc les moyens financiers, humains et techniques, mais également fixer les délais. Et un autre point important, il va falloir aussi définir la méthode avec laquelle on va contrôler l'efficacité du dispositif et notamment vérifier les résultats. Concernant les facteurs clés pour sa mise en œuvre. Donc, sur l'aspect humain, donc, ce qui est important, il va falloir impliquer donc l'ensemble des collaborateurs de l'organisme euh, au système de management de l'eau. Donc, pour ce faire, donc, il va falloir fédérer donc, tous les collaborateurs, peu importe leur niveau ou leur fonction dans l'organisme. Il va falloir bien entendu donc, que la politique de management d'utilisation efficiente de l'eau, donc, elle soit communiquée au sein de l'organisme et que l'ensemble du personnel y soit sensibilisé. Et notamment, il va falloir leur présenter les impacts positifs comme négatifs que peut avoir l'atteinte ou la non-atteinte des objectifs qui auront été définis. Euh, Impact positif, je pense, notamment un gain de productivité, impact négatif comme d'éventuelles pénalités ou sanctions qu'on pourrait avoir si on ne respecte pas certaines obligations réglementaires.
La direction va également jouer un rôle fort dans la mise en œuvre de ce dispositif. Et donc, il faut que l'engagement de la direction soit clair et visible pour que le système mis en œuvre soit efficace. C'est notamment la direction qui va valider cette politique. Et cette politique, bien entendu, il faut qu'elle soit alignée à la fois aux objectifs internes, mais aux objectifs externes de l'organisme. Et donc, que cette politique soit en parfaite cohérence avec la stratégie de l'organisme. Concernant la définition des rôles et des moyens, donc sur l'aspect humain, il va falloir bien entendu, comme on a dit précédemment, donc définir les rôles et les responsabilités de chacun des intervenants, mais aussi les autorités. Sur l'aspect, sur les moyens, pardon, il va bien entendu falloir définir donc les ressources humaines, techniques et financières pour la mise en œuvre et le fonctionnement du système de management de l'eau, afin que ce dernier soit efficace. Concernant l'exploitation, donc bien entendu, le système de management doit être planifié, mais surtout ce qu'il est important, c'est qu'il faut avoir une maîtrise opérationnelle de l'ensemble de ces processus, notamment pour limiter tout effet négatif. Et cette maîtrise opérationnelle va passer notamment par la documentation de l'ensemble de dispositifs. Donc tout ce qu'on est en train d'évoquer là lors de ce webinaire devra être parfaitement documenté, suivi et mis à jour. Un autre point important aussi lors de l'exploitation et notamment de l'exploitation des installations de production, c'est qu'il va falloir intégrer l'efficience de l'eau dès la conception des installations et des process, mais également intégrer cette efficience au niveau des achats. Il va falloir sélectionner des produits qui permettent d'améliorer l'utilisation de l'eau. Et bien entendu, il va falloir également intégrer cette efficience lors de l'exploitation et de la maintenance des installations qui vont utiliser de l'eau. Une fois que ce dispositif est mis en œuvre, il va falloir donc évaluer ses performances. Pour ce faire, dans l'eau, la meilleure solution reste de disposer de compteurs et de débitmètres en nombre suffisant, et notamment au niveau des usages les plus significatifs, comme on a pu voir auparavant. Donc, dans certains cas, il va falloir compléter donc, du coup par l'installation de compteurs ou de bimètres en nombre suffisant afin d'avoir le maximum d'informations au niveau des usages significatifs notamment. Une fois qu'on a mesuré ces consommations, c'est bien, mais ça ne suffit pas, bien entendu. Il va falloir relever ces informations pour pouvoir par la suite les analyser. Et le relevé peut être réalisé. Donc déjà, le relevé doit être fait à fréquence régulière. Cette fréquence doit être déterminée par l'organisme de manière à avoir la vision la plus précise sur les usages de l'eau et notamment les variations notamment des consommations qu'on pourrait avoir. Ces relevés, ils peuvent être réalisés soit manuellement ou par un dispositif d'un télérelevage. L'avantage d'un dispositif de télérelevage, c'est qu'il est souvent couplé à un superviseur et donc il va permettre de générer automatiquement des alarmes, notamment en cas d'anomalie, en cas de surconsommation ou en cas de détection des fuites. Donc ça permettra d'avoir une information en direct, instantanée, à la différence d'un fichier Excel qui va dépendre de la fréquence et de la fréquence du relevé, mais aussi également de l'analyse des données. Une fois qu'on a fait ces mesures, bien entendu, il va falloir documenter l'ensemble de ces mesures afin de mettre à jour les résultats et notamment les indicateurs
afin de suivre l'efficacité du dispositif mis en place. Un point important aussi également, il va falloir auditer de manière régulière le dispositif mis en œuvre. L'objectif de cet audit va être principalement de détecter notamment tout écart ou toute non-conformité dans le dispositif et donc de proposer des actions correctives. Cet audit, il peut être réalisé soit par du personnel interne à l'organisme, soit par du personnel externe. Donc, c'est une prestation qui peut être sous-traitée. L'important, c'est que l'auditeur soit bien entendu compétent, mais également objectif et impartial. Au même titre que la revue régulière, la réalisation d'audits internes de façon régulière, il va falloir faire des revues de direction, donc, dont les objectifs principaux vont être bien entendu donc, de présenter les résultats, les éventuels écarts et non-conformités qu'on aura constatés notamment lors de l'étape de l'audit. Et à partir de là, ça va permettre notamment à la direction donc, de valider les actions correctives qui auront été définies et donc de mettre à jour la politique et le plan de management de l'eau et d'adapter les ressources en conséquence. Donc ce dispositif est un dispositif d'amélioration en continu. Donc il va permettre donc de gérer tous les écarts et les non-conformités en continu et donc de proposer des actions correctives associées en continu. Un autre point également, il va falloir mettre à jour assez régulièrement aussi donc la revue des usages de l'eau, notamment en fonction de l'évolution des procédés et des usages de l'eau. Et donc, il est donc nécessaire donc, de mettre à jour et de communiquer en continu la politique et le plan de management de l'eau donc à l'ensemble des collaborateurs de l'organisme pour que ce dernier soit efficace. En conclusion, donc les principaux bénéfices de cette norme, de la mise en œuvre de cette norme, c'est que bien entendu, donc on va permettre donc de diminuer durablement dans le temps donc les consommations d'eau et par voie de conséquence permettre de réaliser des économies au niveau de l'exploitation. Cette norme permet donc de limiter les risques d'approvisionnement en eau par les mesures qui seront mises en place et donc, par voie de conséquence, d'éviter les interruptions de production. Cette norme permet également aussi donc d'améliorer donc la résistance, la résilience des installations et de l'organisme, notamment face au stress hydrique, et renforce aussi donc sa conformité réglementaire et environnementale. Ça permet aussi donc de valoriser l'image de l'entreprise et également de gagner en compétitivité et de renforcer sa position sur le marché. Un dernier point aussi également, c'est que cette norme s'intègre assez facilement aux autres systèmes de management, que ce soit le management de la qualité, de l'environnement ou de l'énergie. Il y a beaucoup de similitudes, notamment entre l'ISO 50001 et l'ISO 46001. D'ailleurs, à ce sujet, à la rentrée en septembre-octobre, on devrait réaliser un webinaire avec mes confrères d'Energis sur les similitudes et donc la synergie entre ces deux normes, pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, si vous en avez, bien entendu.
Non. Ah, euh, alors oui, donc première question. Y a-t-il une obligation d'être certifié? Non, à ce jour, il n'y a aucune obligation d'être certifié ISO 46001. C'est peut-être un peu la différence qu'on peut avoir avec la 56001, qui, elle, on aura une obligation à partir d'une certaine consommation d'énergie. Donc actuellement, à ce jour, en tout cas, à ce jour, il n'y a aucune obligation. Et le périmètre d'application, comme la vitesse d'application, les moyens mis en œuvre, restent totalement libres à l'organisme qui le met en œuvre. Seconde question, donc, pour les organismes accompagnés, quels sont les points de blocage pour la mise en place d'un tel système de management? Comme je disais juste auparavant, donc l'ISO 46001 est plus libre que l'ISO 50001, donc il y a un peu moins il y a moins d'obligations et surtout on dispose d'un peu plus de liberté dans sa mise en œuvre. Donc en fait, ça va être l'organisme qui va lui-même définir donc son périmètre d'application, mais aussi la vitesse et les moyens avec lesquels on va le mettre en œuvre. Une des limites, en fait, peut-être, c'est déjà un prérequis, ça va être d'avoir une connaissance assez précise, comme on a pu voir, des différents usages de l'eau, et notamment les usages les plus significatifs. Donc, un des prérequis, ça va être de disposer d'une cartographie des usages de l'eau, euh, ou de disposer d'un certain nombre de compteurs ou de débitmètres en nombre suffisant. Euh, voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Troisième question, est-il prévu que, comme la norme 50001, elle devienne obligatoire? Bonne question. À ce jour, en tout cas, elle ne l'est pas. Je sais qu'il y a des groupes de travail, il y a des groupes de réflexion là-dessus, mais voilà, à ce jour, c'est encore en étude, donc je ne sais pas, il est probable que d'ici quelques années, elles le deviennent. Quatrième question, donc avez-vous des exemples de sites qui sont déjà certifiés et qui pourraient permettre de se rendre compte des économies envisageables ou des solutions euh, mis en place pour faire des économies d'eau. Alors, à ce jour, il y a peu réellement de sites qui sont réellement certifiés sur la 46001. Comme on disait auparavant, donc il y a la différence dans la 50001 où on peut avoir une obligation. Là, c'est pas le cas. Donc effectivement, il y a peu de sites. Par contre, la méthodologie, elle est souvent mise en œuvre. Euh, et du coup, pour répondre à la fin de la question, alors les économies d'eau, donc bon, tout va dépendre de la maturité de l'organisme qui le met en place, mais généralement, il est estimé que la mise en œuvre d'un système de management d'utilisation efficiente de l'eau va permettre en moyenne de générer 10 à 30% d'économie d'eau. Et quelles solutions peuvent être mises en place? Bah, généralement, on va se baser, comme j'ai pu présenter, donc sur la méthode des 3 R. D'ailleurs, si vous souhaitez, vous pouvez aller voir nos précédents webinaires qui vont un peu plus détailler. Donc, la première étape, ça va être déjà de réduire les usages, donc en optimisant les procédés, en réduisant les fuites. Ensuite, ça va être de pouvoir réutiliser l'eau. Donc, ça va être réutiliser l'eau
en sortie d'un procédé, notamment pour d'autres utilisations dont la qualité pourrait être compatible, au lieu de prendre des eaux sur le réseau d'adduction d'eau, par exemple. En termes, et ensuite, on a le recyclage, donc tout ce qui est notamment réutilisation des eaux grises ou même au niveau des procédés. Mais effectivement, il y a beaucoup de solutions après qui peuvent être mises en œuvre et qui tournent autour de cette méthode des 3 R. Autre question, donc quel indicateur de production préconisez-vous en termes de détail granulométrie? Souvent, un des premiers indicateurs, hein, donc déjà tout va dépendre si vous êtes en industrie ou pas, mais généralement dans l'industrie, c'est un des premiers indicateurs, ça va être le mètre cube consommé au niveau d'un process sur la tonne produite. Ou alors dans le cas d'installation notamment d'osmoseurs ou je vais y arriver, d'adoucisseurs d'eau, d'installation de production de l'eau, là on va regarder sous forme d'indicateur en fait le taux de performance, donc ça va être le rapport entre les eaux produites et les eaux en entrée en fait. Donc l'efficacité, le rendement de l'installation, quoi. Autre question, je travaille pour le groupe Nord. Donc il précise, c'est concernant une précédente question. Donc visiblement, la société YOA a été certifiée ISO 46001. C'est ce que m'indique la personne qui travaille chez l'AFNOR. Ensuite, alors, question suivante. Est-ce que les projets de réutilisation des eaux usées traitées rentrent dans le cadre de cette norme? Oui, tout à fait. Et même la norme insiste encore une fois beaucoup sur la réutilisation d'eau, mais d'une manière générale sur la méthode des 3 R. Donc oui, la réutilisation de l'eau, c'est un point essentiel de cette norme. Et on me précise également qu'aussi que d'autres structures peuvent s'inspirer de ce système de management, comme Saint-Gobain ou Sanofi. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. À ce jour, il y a encore peu d'organismes qui sont certifiés. Par contre, les méthodes qui sont mises en œuvre, entre guillemets, on n'est pas obligé d'être certifié pour mettre en place ces méthodes. Et généralement, la plupart des bureaux d'études, c'est les méthodes d'accompagnement qui vont être utilisées euh, pour permettre d'améliorer les usages et notamment permettre d'effectuer des réductions des consommations d'eau. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, plus d'autres questions. Bon, ben, je vous remercie pour votre présence et je vous dis au prochain webinaire Archimède. Merci. Au revoir.